Alors vous le savez, le gratin de la pub mondiale s'est réuni une nouvelle fois ici à Cannes pour célébrer la créativité et permettre aux agences de rugir de plaisir lorsqu'elles récupéreront leurs statuettes qui sont destinées à garnir leur armoire à trophées, bien sûr, à chasser plus efficacement les clients et, c'est important pour les créatifs, à négocier un peu plus sereinement leur augmentation. Mais alors de quelle créativité parle-t-on exactement ? Avant, c'était simple. Cannes, c'était un rendez-vous et la créativité, elle était basée sur la publicité. Mais aujourd'hui, cette créativité, elle est multifacette. Elle est sur les médias, sur le digital, sur le design, je ne sais quoi. Et on assiste en plus à une diversification totale des formats, des médias. Alors aujourd'hui, quand on parle de performance, de quoi parle-t-on aussi ? Puisque avant, elle se mesurait essentiellement sur les ventes. Aujourd'hui, la performance, elle est aussi au nombre, elle se calcule sur le nombre de followers, de likes, sur l'engagement des consommateurs avec les marques, sur le nombre d'abonnements que tous les comptes des réseaux sociaux ont avec les marques. Alors pour en parler tout au long de la semaine, nous aurons une série d'invités. Aujourd'hui, le thème central, c'est l'efficacité. Et pour accueillir nos amis, je vais vous les présenter tout de suite. Mais puisqu'on est à Cannes, il me doit d'utiliser la formule magique. Alors j'ai l'honneur d'ouvrir la 4e saison des Nice Morning 2019. Marie-Pierre, je commence peut-être par vous. Est-ce que quand on parle de créativité, on est obligé forcément d'opposer l'efficacité ? On a vu qu'il y a des campagnes brillantes qui sortent au palmarès de Cannes, qui réussissent à séduire le public. On ne connaît pas toutes les performances, contrairement à d'autres prix sur les performances commerciales, notamment de ces campagnes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette ambiguïté ? Alors, si j'étais un peu taquine, je dirais que n'oppose créativité et efficacité que les gens qui sont pas capables de faire des campagnes très très efficaces et très très créatives en même temps. C'est-à-dire que c'est une manière, en fait, sous un espèce de principe de précaution où on va faire des pré-tests, des post-tests, etc. Et on va oublier l'audace créative, on va oublier l'engagement, le choix à un moment sur quelqu'un qui connaît parfaitement sa marque, qui travaille avec un partenaire agence au sens large du terme, pas que agence de création. Et c'est l'audace qui, à un moment, va vous faire dire « je crois réellement en ce dispositif, je crois vraiment que cette création va être exceptionnelle ». Et donc l'opposition, en fait, elle est le fait de ceux qui sont pas très sûrs de ce qu'ils font. Et on en voit quand même pas mal, des gens qui sont malheureusement pas très sûrs de ce qu'ils font. On sait très bien que les annonceurs rechignent parfois à être audacieux, justement à prendre un risque lorsqu'il s'agit de développer une grande campagne de communication ou une campagne classique peut-être. Oui. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui les agences, les agences forcément, mais les marques appréhendent plus ce potentiel Twitter ? Honnêtement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est justement les marques et leurs agences qui servent de meilleures vitrines pour Twitter, sans leur porter la poisse. Je pense qu'il y a de grandes chances quand même que Nike remporte quelque chose cette semaine. Ça part d'un tweet, oui, mais derrière c'est surtout tout le courage de la campagne sur les 30 ans de exactement, de Just Do It avec Copernic. Là, on parle de courage pour le coup. On parle d'une pub qui est magnifique comme Nike sait les faire. Et derrière, en moins d'un mois, je crois qu'il y a une hausse de la capitalisation boursière de plus de 6 milliards. Il y a plus de 31% de chiffre de vente en ligne dans les 4 jours la semaine qui a suivi en gros la pub. Donc voilà, on a des gens qui ont des partis pris forts, qui ont un parti pris créatif fort aussi, qui connaissent leurs audiences, qui savent qu'à notre époque, on peut plus forcément être consensuel. Et ça marche. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur justement tous ces outils qui sont mis à disposition des marques et qu'elles savent pas forcément complètement utiliser tout le temps ? D'abord, je pense que la créativité a jamais été vraiment hors sol, c'est-à-dire qu'elle a toujours été ordonnée à des stratégies dont le but c'est d'aider les marques à se faire connaître et à vendre des produits, des services. Ce qui est sans doute nouveau, mais maintenant un peu moins nouveau quand même avec le digital, c'est que tout cela se mesure de façon très fine. Et Weborama aide les entreprises à mesurer l'efficacité de leur stratégie. Et puis, les capacités de ciblage sont très fines. Et donc, ça a un impact assez grand sur les stratégies de création pour pouvoir s'adapter à cette capacité que le digital apporte et que les technologies et les solutions telles que celles que peut proposer Weborama et tant d'autres, les capacités de segmentation de plus en plus fines apportent.
du coup, pour moi, le sujet derrière, ça va être le scale, c'est-à-dire la capacité à un moment à aller maîtriser l'ensemble de ces paramètres pour quand même avoir de mettre tout ça à l'échelle. Et là, je pense qu'on n'est pas encore effectivement loin s'en faut au bout du chemin que doivent parcourir l'ensemble des partenaires autour d'une marque. Que sont les entreprises comme Weborama, les médias. J'imagine c'est de plus en plus compliqué justement. Je disais en introduction, tout est dispersé, il y a des supports partout, des potentiels de mesure justement l'efficacité des campagnes. Comment on se positionne aujourd'hui face à ce spectre qui est complètement éclaté pour justement garantir à un annonceur la promesse de l'efficacité d'une campagne? Plutôt bien. On se positionne plutôt bien. En fait, je reprends le courage et le fait de pas être hors sol. Il y a aussi un pragmatisme, c'est-à-dire que les créatifs sont titillés et challengés par ça. C'est-à-dire qu'ils apprécient, quand je leur en parle, le cadre que ça impose. Ils préfèrent avoir ces contraintes-là et savoir qu'on doit derrière se mesurer, ils aiment le fait d'avoir à créer en quelques minutes une grammaire, un vocabulaire, un univers transformé, touché, et un tweet. Enfin, c'est excellent pour eux, c'est un haïku. Enfin, ils le voient pas comme une contrainte, ils le voient comme une nouvelle façon de se mesurer. Et le courage, j'aime bien, mais on est aussi extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que la créativité, c'est une façon, quand on a de la DCO et qu'on doit pendant un mois fournir et enrichir, c'est le chevalier blanc, la créativité. Ouais. C'est une façon de faire une belle créa qui se décline bien et qui s'enrichit tous les jours avec ce que le public remonte, avec de la data, avec des tweets qui viennent nourrir le tout. Enfin, c'est plutôt quelque chose de sain et de bien. Merci à ceux qui nous ont regardés, nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour la deuxième émission qui sera consacrée à la créativité et les valeurs.